On va vous proposer un premier temps d'échange et d'éclairage avec Muriel Mauguin et Philippe Aubert. Alors, le temps que vous nous rejoigniez tous les deux sur scène, je voudrais vous faire un petit rappel sur Evals. Vous vous souvenez, c'est le compagnon numérique, l'outil qui nous permet d'interagir. Evals.fr. Alors, si vous avez déjà activé à travers votre badge cette fonction-là sur vos téléphones, vous pouvez faire le test. Et même à distance, normalement, on peut récupérer le QR code. Donc l'idée, le temps que nos invités nous rejoignent sur scène, l'idée, ça va être de vous connecter et vous allez voir, il y a un bouton rouge qui s'appelle Vos questions. Au fil de l'eau, pendant que nos invités interviennent, vous allez pouvoir poser des questions qu'on abordera en fin de séquence, en fin de table ronde. Voilà. Vous savez tout et puis s'il y a besoin d'un petit coup de main, vous demandez à votre voisin ou votre voisine. On va être aussi dans la paire et danse là-dessus. Le temps de vous présenter donc nos deux invités. On est avec Philippe Aubert. Alors Philippe, qui est notamment l'auteur de cet ouvrage Rage d'exister, qu'on peut trouver un peu partout dans les bonnes librairies. Philippe qui est conférencier et auteur. On vous propose finalement une intervention à deux voix qui va être vraiment, j'ai envie de dire, un peu complémentaire. Oui, parce que on a d'un côté Muriel Mauguin, qui est maître de conférences en droit public et directrice de l'INSEI. Alors, un nouvel acronyme, hein, on n'en manque pas. C'est l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation inclusive. Vous allez intervenir dans un premier temps, Madame Mauguin. Et puis, on a Philippe Aubert qui va intervenir lui aussi. Alors, Philippe a prévu vraiment une intervention très détaillée. Je précise que vous êtes venu avec Jean-Pierre Aubert. Vous êtes le père de Philippe. Alors, des fois, on peut se dire, mais ils ne peuvent pas laisser les enfants tranquilles, les parents. Non, c'est parce que là, en cas de besoin, pour les interactions, je sais que vous allez pouvoir nous aider voilà, à interagir. Juste pour préciser techniquement les choses, c'est que Philippe Aubert fonctionne avec un truc très bien, qui fonctionne bien, un ordinateur avec un élément de synthèse vocale. Voilà. Dans un premier temps, c'est vous, Muriel Mauguin, qui démarrez, et on rebondira après. Mesdames, Messieurs, je souhaite tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à ces Journées nationales sur l'école inclusive et de m'avoir proposé d'y intervenir avec Philippe Aubert, inscrivant ainsi dans votre programme le nécessaire croisement des savoirs. À titre préliminaire, je vais préciser d'où je parle et ce qui peut orienter mes propos en 3 points. Premier point, je suis directrice de l'INSEI, anciennement connue sous le nom d'INSHEA, Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, qui, lui, avait remplacé le CNEFEI, Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée. 2022, 2005, 1971, 3 noms incarnant 3 temps dans l'évolution des politiques éducatives et la scolarisation des élèves en situation de handicap. Les missions de l'INSEI concernent tous les acteurs de l'éducation inclusive et pas seulement les personnels de l'éducation nationale, même si aujourd'hui je représente aussi l'éducation nationale. L'Institut se présente donc comme un outil flexible qui permet de réunir différents publics dans des actions de formation. Vous me direz que c'est le cas de tout institut de formation, mais les pilotes du programme START savent par exemple combien il est complexe de réunir dans une même formation l'éducation nationale et les professionnels du secteur médico-social, même si j'ai bien compris que nous étions sur un territoire spécifique en la matière. Deuxième point, je suis maître de conférences en droit public et je travaille en particulier sur le droit à l'éducation pour tous et sur les conditions de son effectivité en m'appuyant sur la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Troisième et dernier point préalable, j'ai eu l'honneur et le plaisir de participer aux travaux du CQSSE, Conseil pour les questions sémantiques, sociologiques et éthiques, présidé par Philippe. C'est dans ce cadre en particulier que nous avons pu réfléchir aux pièges du langage, aux discordances des discours, à toutes les contradictions sémantiques qui peuvent faire obstacle à la citoyenneté pleine et entière des personnes handicapées. Le CQSSE a essayé de croiser apport de la recherche et savoir expérientiel des personnes
pour proposer de nouvelles pistes de réflexion au CNCPH. Ces différentes entrées orientent naturellement mes réflexions sur les évolutions historiques et sémantiques relatives à l'école inclusive, qui est le sujet sur lequel il m'a été demandé de me pencher. Et cet exercice, je dois l'avouer, n'a pas été simple. Au-delà du fait que je ne suis pas historienne, le voyage dans l'histoire de l'école inclusive est pour le moins troublant quand, de façon un peu naïve, on constate notamment que les textes et rapports adaptés il y a 30, 40 ans portent déjà les pistes d'action que l'on reformule aujourd'hui presque à l'identique. Il est en particulier presque désespérant de constater que les mêmes préconisations relatives à la coopération des acteurs reviennent avec insistance. On pourrait évidemment se dire que cette cohérence est rassurante, si ce n'est que l'on a en principe radicalement changé de modèle. Mais ce qui est perturbant en lisant les circulaires des années 80 sur la politique d'intégration, c'est de constater à quel point les administrations avaient déjà connaissance des enjeux et des moyens à mettre en œuvre en matière de coopération entre l'éducation nationale et le secteur médico-social. De voir que cette ambition faisait l'objet de textes interministériels, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Bien entendu, la question de la scolarisation des enfants en situation de handicap a radicalement changé d'échelle et le paysage institutionnel s'est profondément transformé, comme l'illustre l'évolution de l'offre médico-sociale et des CESAD en particulier. Vous êtes les mieux placés pour le savoir et pour le vivre, et il serait malvenu de porter des propos pessimistes en votre compagnie alors que vos journées s'intitulent « École inclusive, école pour tous ». Ces digressions existentielles amènent à s'interroger sur l'origine des empêchements et résistances qui tiennent à la fois des facteurs historiques, institutionnels et sémantiques. L'important sera évidemment de trouver des pistes d'action correspondantes en sachant d'emblée qu'elles ne seront pas nécessairement nouvelles, mais que l'innovation résidera plutôt dans leur mise en œuvre avec tous les acteurs concernés et en premier lieu les personnes confrontées à des situations de handicap et leurs familles. L'histoire de l'éducation, que l'on appellera ici spéciale, pour caractériser le système mis en place pour des enfants interrogeant la norme sociale ou scolaire, est une histoire longue et complexe, sur laquelle se sont penchés de nombreux chercheurs dans une approche socio-historique. Je présenterai ici une brève synthèse des grandes étapes qui ont marqué la construction des deux secteurs et de deux cultures professionnelles. Synthèse qui sera nécessairement réductrice et imparfaite. Pardon à Michel Chauvière, Éric Plaisance ou Philippe Mazereau, entre autres, si je dénature un peu leurs analyses. Cette histoire, comme l'explique Éric Plaisance, s'est construite comme une culture de la séparation par rapport au circuit régulier de l'éducation dès le XVIIIe siècle, avec la création d'institutions spécifiques pour les enfants sourds et aveugles, institutions qui restent encore aujourd'hui inscrites dans notre patrimoine institutionnel. C'est l'instauration de l'obligation scolaire qui va nécessairement s'accompagner d'un questionnement sur les publics qu'elle concerne. La République peut-elle se résoudre à laisser des enfants hors de l'école ? La commission Bourgeois, créée à cet effet en 1904, pose d'emblée la séparation des anormaux, puisqu'elle est chargée, je cite, de rechercher les conditions dans lesquelles l'instruction primaire et l'enseignement professionnel pourraient être assurés aux arriérés et instables perfectibles, les enfants trop atteints, dits anormaux médicaux, devant rester dans les asiles hospitaliers dépendant de l'assistance publique. Binet et Simon écrivent en 1907 « Les enfants anormaux arriérés sont des enfants dont l'école ordinaire et l'hôpital ne veulent pas. L'école les trouve trop peu normaux et l'hôpital ne les trouve pas assez malades. » Au terme de longs débats parlementaires, la loi du 15 avril 1909 relative à la création des classes de perfectionnement, annexées aux écoles, constitue le texte fondateur de l'éducation spéciale, même si la loi va plus ou moins rester lettre morte. Éric Plaisance déplore que lors de ces débats, aucune synergie n'est envisagée pour l'ensemble des institutions concernées. La loi de 1909 et complémentairement l'action menée par les psychologues Binet et Simon tentent en effet à séparer radicalement, d'un côté les mesures hospitalières pour les arriérés d'asile et de l'autre les mesures éducatives pour les arriérés d'école,
considérés, eux, comme des arriérés perfectibles et devant relever de la responsabilité du ministère de l'Instruction publique. Cette fragmentation entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé se durcira au milieu du XXe siècle, en raison notamment des choix idéologiques et cléricaux du régime de Vichy, qui va confier aux médecins et psychiatres une place prépondérante dans la réadaptation des enfants, délégitimant l'école et les milieux enseignants. École qui était de toute façon bien en peine de mettre en œuvre un projet émancipateur pour tous. Dans un article intitulé « L'instituteur et l'éducateur spécialisé, d'une différenciation historique à une coopération difficile », Michel Chauvière et Dominique Fablé expliquent que toute cette configuration conflictuelle constitue encore la couche profonde du secteur médico-social de l'enfance inadaptée et handicapée hors de l'école, ajoutant que la notion d'enfance inadaptée marque plus qu'une simple étape. C'est un palier qui, en termes professionnels, légitime l'émergence d'un éducateur professionnel non scolaire, bientôt éducateur spécialisé. Chauvière et Fablé décrivent les relations historiques entre l'école et les éducations spécialisées en termes de contentieux, de répartition enquistée des tâches et des territoires et de coopération dos à dos. Il faudrait évidemment ajouter à cet historique le développement des institutions médico-sociales à l'initiative d'associations grâce au financement public permis par la création de la sécurité sociale. Le champ de l'éducation spéciale se présente comme un paysage morcelé, marqué par des enjeux de territoire professionnel, selon les termes d'Isabelle Ville. José Puig explique, lui, que la prolifération des établissements de type institut médico-pédagogique va de fait instituer une filière parallèle à celle de la scolarisation et que la loi d'orientation de 1975 aura bien du mal à faire appliquer concrètement ces dispositions relatives à l'éducation. Dispositions pourtant relativement modernistes, puisque le législateur réaffirme en 1975 l'obligation éducative des enfants et adolescents handicapés et donne en principe priorité à une éducation en milieu ordinaire. Si Philippe Mazereau considère que les lois de 1975 en faveur des personnes handicapées et relatives aux institutions sociales et médico-sociales reflètent l'aboutissement du processus de bipartition, consacrant l'originalité française d'une différenciation interne à l'administration entre ministère de la Santé et Éducation nationale, ces lois marquent aussi le début d'une politique d'intégration entre les deux secteurs, amenée progressivement à devenir partenaires, avec d'une part l'intervention des personnels de l'éducation nationale dans les établissements spécialisés et d'autre part celle des personnels des établissements spécialisés dans l'école ordinaire. C'est dans ce contexte que sont élaborées les circulaires de 1982 et 1983 que j'évoquais en introduction, m'étonnant de leur ambition en matière de coopération. Je cite la circulaire interministérielle de 1982. « Il est donc nécessaire de mettre en place un dispositif institutionnel différencié englobant à la fois le système scolaire ordinaire et les institutions spécialisées qui répondent à des besoins précis et spécifiques, capables de prendre en compte les caractéristiques de chaque enfant et de s'adapter à son évolution. Il convient de rechercher pour chaque cas particulier la possibilité d'apporter une éducation appropriée, faisant appel à la fois aux moyens de l'ensemble des institutions scolaires et des institutions spécialisées de prévention, d'aide psychopédagogique, psychologique ou médicale. L'intervention de ces dernières doit être conçue en liaison avec le système scolaire ordinaire. Je termine cette citation. Il vous appartient donc de décloisonner le dispositif institutionnel existant dans une perspective d'intégration qui limite les phénomènes d'exclusion ou de ségrégation. Circulaire de 1982 qui prévoit même, en matière de formation, que les différents stages organisés feront appel à la participation simultanée et réciproque de spécialistes de nos deux administrations, tant comme intervenants que comme stagiaires. Des formations croisées, identifiées dès le début des années 80 comme des moyens de mettre en œuvre la politique d'intégration. Pour autant, Catherine Dorizon explique combien il sera difficile de mettre en œuvre cette politique de partenariat. La mission des inspections générales de 1999 sur l'accès à l'enseignement des enfants et adolescents handicapés, qui va produire le rapport Gosso-Mollo-Nave, trouve son origine notamment
dans le fait que la politique de scolarisation des élèves handicapés se heurte à des cloisonnements excessifs existant entre les établissements, les équipes et les projets intervenant dans le champ de l'un ou l'autre des ministères. Le rapport souligne que l'intégration scolaire repose sur le fonctionnement en transversalité d'acteurs aux cultures différentes, parce qu'ils sont issus de champs professionnels différents. Il s'interroge notamment sur l'opportunité de maintenir des formations différentes pour les professeurs du ministère des Affaires sociales et les enseignants spécialisés relevant de l'éducation nationale. Il conclut que le moment est venu de prévoir une formation commune d'un bon niveau, incluant l'expertise acquise dans ce domaine par les deux ministères. Il s'agit là évidemment d'une référence aux formations CAEGA-DV et CAPEJ dans le champ de la déficience sensorielle, formation rénovée mais maintenue en 2023, avec certes une petite révolution, une mutualisation d'une partie de la formation avec le KPI de l'éducation nationale. Il serait passionnant de poursuivre plus précisément l'analyse des réformes successives qui nous mèneront à cette politique d'intégration, à l'introduction du principe d'inclusion scolaire dans le Code de l'éducation en 2013. Mais mon temps est compté, je ne veux surtout pas empiéter sur celui de Philippe. Pour clore la partie historique, je reprendrai juste les propos de Catherine Dorizon qui explique que l'injonction à la collaboration entre l'éducation nationale et les établissements spécialisés est profondément renforcée du fait de l'obligation de scolarisation inscrite dans la loi de 2005. Elle ajoute qu'un des enjeux de la mise en œuvre de cette loi est nécessairement de professionnaliser le partenariat en faisant une procédure ordinaire et non plus le résultat d'initiatives militantes. Mais a-t-on réellement progressé sur ce point? Il ne peut y avoir d'injonction juridique à la coopération. Le temps des circulaires interministériels semble oublié et l'on a bien du mal à produire le nouveau cadre juridique de cette coopération dont on parle tant. Coopération qui a changé d'échelle, comme je le disais en introduction, et qui s'écrit aujourd'hui en tentant de concilier spécificité du paysage institutionnel français et directives de désinstitutionnalisation émanant des Nations Unies. Entre DITEP, DAM, DIM, DAR, UMA, UEE, EMAS et bientôt PAS, IME installé dans les murs des établissements scolaires, si la cohabitation dans les mêmes espaces des professionnels de l'éducation nationale et du secteur médico-social est une réalité incontournable, elle s'accompagne encore souvent de résistance et d'incompréhension des deux secteurs désormais interdépendants. Le cadre juridique de la scolarisation des enfants handicapés a profondément évolué depuis 40 ans. Le paysage institutionnel est métamorphosé. Pour autant, les parents d'enfants handicapés sont toujours soumis à un parcours du combattant. Les professionnels se sentent malmenés et, comme l'explique Philippe, le régime du handicap reste largement un régime d'assignation. Nous ne démêlerons pas ici, évidemment, toutes les raisons de ces difficultés récurrentes. J'aborde ici le second temps de ma présentation, qui sera beaucoup plus bref, et qui portera sur des malentendus d'ordre sémantique, voire éthique, comme le dirait Philippe, obstacles qui ralentissent, voire entravent la transformation des pratiques. Je reprendrai ici notamment des travaux d'Hervé Benoît portant sur l'analyse des discours institutionnels et mettant en évidence de nombreuses discordances, créant des incohérences qui perpétuent des modes de fonctionnement inadaptés au nouveau cadre juridique. Hervé Benoît explique en outre que les comportements des acteurs semblent largement influencés par le tropisme du régime antérieur. Comme le tournesol attiré par le soleil, l'acteur se tourne, lui, vers le système qu'il a connu précédemment. Au temps des politiques d'intégration, l'administration et le système éducatif sont restés souvent animés par un référentiel ségrégatif. Passé à l'école inclusive, il demeure largement influencé par le paradigme intégratif, parlant de temps d'inclusion, comme si cette notion pouvait être synonyme d'un fonctionnement réellement inclusif. Je vais illustrer cette proportion au tropisme par deux exemples. La politique d'intégration marque, dans les années 70, l'émergence d'une nouvelle politique du handicap, qui s'inscrit en principe dans une dynamique de reconnaissance des droits des personnes handicapées. En principe seulement dans le cas français. S'agissant de l'école, la politique d'intégration est mise en œuvre sur des fondements souvent paternalistes et des pratiques largement ségrégatives. La lecture du rapport Gosso-Molonave de 1999 met en évidence ces fonctionnements qui révèlent
que l'intégration scolaire n'est pas un droit mais une tolérance sans cesse remise en question. Voici des extraits du rapport. Citons l'exemple de cette petite fille de 3 ans devenue handicapée moteur, sans handicap intellectuel associé, à la suite d'un accident de voiture dans lequel elle a perdu sa mère. Son père souhaite l'inscrire normalement à l'école maternelle de son quartier. Pour accéder plus facilement dans l'établissement, il faudrait que la porte arrière de l'école soit ouverte le matin et le soir. Le directeur de l'école, pour des raisons de manque de personnel, refuse cette inscription. Il faudra toute la persuasion de l'inspecteur d'académie pour que cette petite fille aille à l'école comme les autres. Par son intelligence et sa gentillesse, cet enfant a réussi à créer un réseau de solidarité autour d'elle. Citons l'histoire de cette fillette aveugle, bien intégrée au collège en 6e. Ses bonnes notes lui assurent son passage en 5e. Mais le corps enseignant refuse de l'accueillir. On lui conseille de redoubler ce qu'elle fait. Le redoublement non justifié ne débloquera pas la situation et ses parents seront obligés de l'inscrire en internat dans un établissement loin de son domicile. La fillette présente aujourd'hui des signes de dépression. Le rapport enchaîne ainsi les exemples de pratiques d'exclusion et de fonctionnement ségrégatif. Il faudra attendre la loi 2502 pour qu'un nouveau référentiel juridique soit adopté, considérant que tout enfant est de droit à un élève, les refus d'inscription constituant corrélativement des discriminations. Seconde et dernière illustration de cette propension au tropisme, l'ambiguïté des textes régissant les dispositifs dits inclusifs, Ulysse, PEJ, UE, qui restent profondément ancrés dans une logique intégrative, alternant des références aux dispositifs et à la classe, fonctionnant, comme je le disais, avec des temps d'inclusion, toujours conditionnés par les capacités d'adaptation des élèves, plutôt que par l'accessibilisation de l'environnement. Hervé Benoît explique ainsi que l'équivalence des termes inclusion et intégration se trouve implicitement établie pour les enseignants comme pour tous les autres acteurs du système éducatif. L'évolution du lexique professionnel peut par conséquent être indexée à un effet de mode, voire à une harmonisation, à une euphémisation politiquement correcte liée à la mondialisation des fonctionnements éducatifs. Et pourtant, comme le souligne Jean-Yves Le Capitaine, l'inclusion n'est pas un peu plus d'intégration, mais un concept radicalement opposé à ce dernier. Le terme a été dévoyé et l'on se demande bien comment lui faire retrouver son ambition qui doit engager une transformation profonde de l'école. Les récents groupes de travail préparant la CNH 2023, appelée École inclusive Acte 2, se sont concentrés sur la scolarisation des élèves en situation de handicap et non sur la réforme de notre système scolaire pour tous les élèves. Avec ces tropismes en tête, j'apprécie d'autant plus le nom de ces journées nationales, École inclusive, École pour tous. Oui, École pour tous et pour chacun, comme il est inscrit dans la Charte de Luxembourg de 1996. Pour conclure et revenir à la question des relations entre l'éducation nationale et le secteur médico-social, si nous voulons tous participer à cette œuvre commune qu'est l'école inclusive, il faut d'abord en clarifier les concepts et les objectifs. On ne pourra en outre intégrer ces évolutions conceptuelles et institutionnelles qu'en établissant une relation de confiance entre les différents acteurs concernés, bâtie sur une connaissance mutuelle des rôles et compétences de chacun. Andrea Canevaro, pédagogue italien, considérait que l'intégration scolaire des enfants handicapés, c'est d'abord l'intégration des compétences des professionnels. Il est donc encore temps de déployer des formations conjointes à tous les acteurs de l'éducation nationale dans tous les territoires pour construire, si ce n'est une culture commune, au moins des références partagées permettant de mettre à distance les réflexes de défiance. Et finalement, en réfléchissant à la place du médico-social dans ce nouveau paysage, en regardant les textes qui parlent de soutien, d'appui ressources, de support technique, de dispositifs leviers, je me disais que nous devions rechercher la synergie entre nos deux mondes institutionnels, d'abord construits dos à dos. La synergie, c'est la mise en commun de moyens qui se renforcent entre eux pour aboutir à un même but. Mais Philippe préférera peut-être, lui, le terme d'hybridation. Je vous remercie de votre attention. Je reste évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Muriel Mauguin. On va s'installer tous les deux pour écouter Philippe Aubert. Je précise, Philippe, que
que vous êtes né en 1979, on aime beaucoup les dates de naissance aujourd'hui. Ça a son importance parce qu'effectivement, on a entendu tout à l'heure Léo, né en 2005, un Jacques, né en 82. Vous, c'est 79. Et je le dis au moment où vous vous apprêtez à délivrer vos propos, parce que vous allez évoquer votre parcours, qui a été une bagarre, hein, pas simple, mais qui vous a emmené jusqu'à l'université, puisque vous êtes actuellement titulaire de 2 masters. Voilà. Donc l'ordinateur est branché à votre micro. Je reprécise un peu le dispositif. Bonjour à toutes et tous, à chacune et chacun. Je vous remercie de m'accueillir pour parler d'un sujet passionnant, même si je ne suis pas certain de bien tout intégrer. Heureusement, je suis en duo avec Muriel Mauguin, qui elle sait tout. Aujourd'hui, je veux vous parler en contextualisant bien mon discours. En effet, je suis de plus en plus interrogatif sur la nature de mes connaissances sur ce sujet, pour ne pas risquer de créer un brouhaha supplémentaire aux échos des multiples controverses qui agitent les esprits, quand on évoque un champ aussi sensible que celui de l'école. Je me considère comme un enfant de l'école républicaine, mais sur une voie bien à moi, un chemin de traverse comme j'aime le dire. J'ai suivi le parcours initiatique du primaire jusqu'au grand final de mes études supérieures, l'obtention de mes 2 masters. Je l'ai fait à mon rythme, en un peu plus de 20 ans, essentiellement dans 3 types d'établissements, IEM, puis EREA Toulouse-Lautrec, université, essentiellement Nanterre et INSHEA. J'ai une très haute conscience de ce que m'a apporté ce parcours, et de tous ceux qui j'ai rencontrés. J'y ai forgé ce couple fondamental et indissociable pour tout individu humain, à savoir le couple individuation-socialisation. C'est dans ce contexte que j'ai découvert ma singularité, et que j'ai recherché et construit mon identité. Je n'y ai pas connu que des moments de félicité, mais aussi des heurts et malheurs. Rien n'allait de soi bien sûr. Je vais y revenir dans la suite de mon exposé. Avant de poursuivre, je voudrais continuer à contextualiser mon discours, mais autrement. Si nous devons tous partir de notre expérience personnelle et des connaissances qu'elles nous permettent d'élaborer et d'acquérir, il nous faut aussi prendre conscience des grandes vagues sociétales qui nous entraînent ou nous portent, plus ou moins consciemment. Je crois que l'on ne peut aborder cette question de l'école inclusive sans évoquer 2 points fondamentaux. Tout d'abord, cette grande vague internationale qui depuis les années 60 porte les individus et les minorités à contester l'ordre établi et à chercher à s'émanciper de toute ségrégation. Très tardivement, en 1997, j'ai eu la chance de faire un voyage organisé par mon établissement en Californie et d'aller visiter le campus de Berkeley, pour y constater la qualité des conditions d'accueil des étudiants en situation de handicap. Plus tard, mes actions dans un cadre humanitaire en Chine, et surtout au Brésil, puis mon Erasmus en Belgique, m'ont ouvert d'autres horizons. Je comprends mieux grâce à ce recul la démarche dite de désinstitutionnalisation du Comité des droits de l'ONU, et son insatisfaction vis-à-vis de nos systèmes nationaux. Pourquoi aucun État ne trouve vraiment grâce devant le Comité des droits ? Peut-être parce que nous ne sommes pas ici dans le domaine du droit classique tel que nous l'entendons dans notre bocal français, mais aussi dans le champ de l'éthique. Et j'avoue que je constate une certaine résistance, qui m'interroge, à aborder les questions sous cet angle. Le deuxième point incontournable selon moi, c'est la montée en puissance de ce que j'ai appelé d'abord la génération vestiaire en référence à la série télévisée du même nom. Je la vois et la ressens en France, mais on la retrouve partout dans le monde. Je l'appelle peut-être maintenant, un peu par provocation vous le comprendrez dans la suite de mon propos, la génération Toulouse-Lautrec. Ceci traduit l'émergence d'acteurs inattendus, que sont les élèves et étudiants en situation de handicap eux-mêmes, pendant leurs études ou après. Si vous lisez la plupart des ouvrages qui évoquent cette période des années 70 à 2010 environ, période présentée souvent comme étant celle de la transition entre la vision de l'intégration et celle de l'inclusion, vous ne trouverez pas grand-chose sur l'expression de ces acteurs invisibles. Et ce n'est pas un hasard si, sous la direction du professeur Charles Gardou, paraît en 2009, le livre intitulé « Le handicap par ceux qui le vivent »
est essentiellement composé d'interviews. Il faut attendre la deuxième décennie du XXIe siècle pour commencer, en France, à percevoir une certaine reconnaissance de leur rôle. On a beaucoup plus facilement évoqué le rôle de quelques éminents hommes politiques, quelques fois par an, qui ont porté des réformes importantes. Muriel vous en parlera mieux que moi. Je ne veux surtout pas négliger cet apport. Mais je suis aussi le fruit de cette émergence, et je veux l'afficher et l'affirmer avec force. Je reprends donc à ce moment de mon exposé, la suite de mon propos à partir de mon expérience. Je viens de créer avec d'autres anciens élèves, l'association des anciens élèves et amis de l'EREA Toulouse-Lautrec. Je m'arrête un instant sur ce fait. Créé en 1980, l'EREA Toulouse-Lautrec accueille du primaire au BTS, en majorité des élèves en situation de handicap. J'y ai passé 12 ans de ma vie. Ma sœur valide 4 ans. Nous y avons connu Fanny Riedberger, notamment à l'atelier théâtre du lycée. C'est Fanny qui a réalisé la série Lycée Toulouse-Lautrec, sortie sur TF1 cette année. D'autres épisodes seront bientôt au montage, pour être diffusés en 2024. Donc des milliers d'élèves y sont passés, et avec eux des centaines de professeurs, ou de professionnels de l'important centre médico-social intégré à l'établissement. Pourrait-on dire alors qu'il s'agit d'un laboratoire de l'école inclusive? Pendant toute ma scolarité, donc de 1990 à 2002, je n'ai jamais connu de visite d'un ministre de l'Éducation nationale, ni d'un autre ministre d'ailleurs. Et je vous assure que cela n'était pas à cause de ma présence, car cette situation s'est poursuivie après mon départ. Il a fallu attendre cette année le début de la diffusion de la série Toulouse-Lautrec, pour voir les ministres arriver. Et monsieur le proviseur commence à être sollicité par des inspecteurs nationaux, non plus pour des visites de contrôle, mais pour des présentations. Mais il y a plus sérieux à mes yeux, et c'est ce qui m'amène à vous parler de cette nouvelle association. Le plus grave à mes yeux, c'est que personne, pas plus les associations de personnes en situation de handicap que les autres institutions, ne s'est réellement intéressé au point de vue de toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette expérience. Par exemple, aucune étude sur ce que sont devenus les anciens élèves. Plus de 40 ans d'expérience, comme jetés à la poubelle. Vous comprendrez donc que le sociologue que j'ai appris à être, regarde un peu les débats sur l'école inclusive avec une certaine réserve, ou circonspection. Beaucoup de bruit, mais peu de résonance. Et pourtant, j'ai le profond sentiment que l'enjeu de ce débat est considérable. Je n'ai pas la possibilité de l'aborder dans toutes ses dimensions, et je n'en suis sans doute pas capable. C'est l'objet de tout ce colloque, et il faut poursuivre cette réflexion au-delà. Je voudrais cependant conclure mon propos autour de 3 sujets qui sont essentiels à mes yeux, notamment pour celles et ceux qui sont comme moi, concernés par le handicap. Mais de façon singulière, j'insiste toujours sur cet aspect. Chacun d'entre nous n'est pas réductible à son handicap. J'ai cité déjà le livre collectif, Le handicap par ceux qui le vivent, paru en 2009. J'en profite pour vous renvoyer à l'article du professeur Charles Gardou, de la même époque 2009, paru dans le numéro spécial de la Nouvelle Revue de l'Adaptation et de la Scolarisation, consacré essentiellement à cet aspect de la singularité de notre expérience. La singularité n'est pas la différence, encore moins l'étrangeté. Je me situe dans cette veine de pensée. Et je la poursuis en mettant l'accent sur la notion d'existence, suite à mon livre Rage d'exister paru en 2018, et justement postfacé par Charles Gardou. Ceci pour mettre en avant la dimension sociétale de nos vies, comme toutes les autres. Nous n'existons pas sans nos interactions avec les autres. Mais revenons au fil de mon propos, pour conclure. Le premier sujet que je veux aborder dans cette conclusion, c'est que pour moi tout le régime du handicap en France, comme dans d'autres pays, garde l'empreinte de la ségrégation passée, sous l'aspect d'une forme pernicieuse d'assignation. Je défends en effet l'idée que notre régime administratif du handicap est encore trop un régime d'assignation, aussi généreux et protecteur soit-il.
Mais nous sommes aussi nous-mêmes complices de la perpétuation de ce système. En tant que président du comité des questions sémantiques, sociologiques et éthiques du CNCPH, j'ai pu mesurer la résistance des mots. J'ai d'ailleurs partagé ce constat avec Muriel. Par exemple, nous n'avons pas pu extraire et remplacer la notion de RQTH, considérée à juste titre par certains comme stigmatisante. Le deuxième sujet, ce sont nos attentes vis-à-vis de l'école. Vaste sujet. Qu'attendons-nous de l'école ? Les Français ont vraiment besoin de se poser cette question. La prise de conscience récente du harcèlement, l'assassinat de professeurs, sont des façons terribles de poursuivre le questionnement nécessaire. Mais il y en a d'autres. Nous-mêmes nous donnons-nous les moyens de contribuer à construire l'école que nous voulons, que nous souhaitons. Avons-nous seulement des revendications, ou sommes-nous porteurs de contributions ? Je perçois que ce colloque a cette ambition. C'est pourquoi je suis très heureux d'y participer tout au long de ces 3 jours. Je suis fier de mon parcours scolaire, pas seulement à cause des diplômes que j'ai obtenus, mais parce que, certes quelquefois dans la douleur et l'incompréhension, je me suis forgé cette conviction que mon devoir est de participer à son évolution, voire à sa transformation. Je voudrais évoquer ici un livre d'Edgar Morin, qui à 102 ans est toujours mobilisé sur ce sujet. Enseigner à vivre. Manifeste pour changer l'éducation. Cela fait écho aux citations que vous donnez dans votre présentation du colloque. Il nous fait comprendre pourquoi nous avons tout et tout besoin de l'école. Mais quelle école ? Le troisième sujet que je souhaite aborder concerne le rapport entre enseignement et médico-social. Il faut certainement revisiter cette notion de médico-social, datée. Sur ce point, l'expérience de l'ERE à Toulouse-Lautrec est claire. Plus le médico-social est intégré à proximité immédiate des élèves concernés, plus il est naturellement un allié de l'enseignement. Mais plus encore il est une condition de la participation commune, partagée à l'école, entre élèves en situation de handicap et valides. Je n'aurais jamais pu faire les études que j'ai effectuées et nouer les relations humaines avec toute personne, dite valide notamment sans cet appui permanent. Je me souviens avec émotion de la mobilisation de toute l'équipe médico-sociale de l'IEM où j'étais, autour de mes institutrices Jacqueline et Nora, pour m'initier à la lecture. C'est toute cette équipe qui m'a ouvert les portes de l'école. À l'inverse, j'ai connu un moment de vie en MAS, absolument incompatible avec ma vie d'étudiant. Et j'ajoute que, sous certaines conditions, ce rapport avec le médico-social peut contribuer aussi aux élèves dits valides. Cette question mériterait d'être étayée, mais elle est propice à détruire les barrières entre élèves, et au-delà à changer les préventions réciproques. Je suis un fervent partisan de l'extension d'expériences, notamment locales sur ce plan et prêt à m'y impliquer avec toutes les parties concernées. Mais, et ce sera cette fois la réelle fin de ma conclusion, il faut accepter de changer nos méthodes d'analyse et d'expérimentation, être beaucoup plus pragmatique, mener des enquêtes, dans lesquelles les élèves puissent s'exprimer, pour donner corps à des réflexions constructives, contributives. Nous sommes tous conscients que l'école doit évoluer, se transformer pour être là, pour toutes et tous. Pour cela, j'invite à créer autour d'établissements comme l'ERE à Toulouse-Lautrec, un processus de recherche participative ouverte sur le plan local. Mais je me renierais, si je n'ajoutais pas que je propose aussi de participer à une réflexion éthique partagée sur ce qu'est l'école pour tous, dans ce monde en pleine métamorphose. C'est indispensable pour donner sens à ce qui risquerait de rester un slogan idéologique, vide l'école inclusive. Je me sens quelquefois le fugitif recherché d'un système d'assignation. Je me souviens encore de la musique qui nous aidait à nous endormir dans mon premier IEM près de Nantes. J'avais à peine 3 ans. C'était celle du film Jeu interdit. C'était, je crois, prémonitoire. Je vous remercie de votre écoute et serai heureux de répondre à vos questions.
Merci beaucoup Philippe Aubert pour votre intervention. Alors Jean-Pierre Aubert, vous allez pouvoir nous rejoindre ici pour un petit moment d'interaction. Je crois que vous avez interagi justement avec l'outil Evals. On va tout de suite retrouver Nastasia Monchicourt et Dominique Dubois qui sont derrière le rideau et qui vont pouvoir peut-être mettre en lumière, mettre en voix, dans leur propre voix, une première question. Si vous êtes prêts, sachant que Nastasia et Dominique font partie du réseau des créailles et elles scrutent vos questions. Voilà, alors une première question. Alors, est-ce que vous nous les mettez en voix peut-être, Nastasia ou Dominique? Je vais les lire, ça va être aussi simple. Alors, pour que nous soyons un peu plus dans l'inclusion et dans des échanges plus fluides, pensez-vous qu'un jour nous utiliserons moins de sigles et acronymes, ce qui pourrait faciliter une meilleure compréhension de chacun et de tous? Muriel Mauguin, vous voulez réagir peut-être à ça? Parce que c'est vrai qu'on y perd notre latin parfois. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, d'ailleurs, quand j'ai cité des cycles, j'ai un peu fait exprès de ne pas les décliner pour montrer voilà, la complexité de ce paysage. Quand il y a des délégations qui viennent de l'étranger, elles ne peuvent évidemment pas comprendre quel est notre système, et on doit chaque année produire des annuaires de cycles. Évidemment, il faudrait simplifier tout cela. Et que ce soit l'UNESCO, le Comité des droits, nous dit en plus que voilà, ce n'est pas en ajoutant des dispositifs et des dispositifs complexes qu'on construit l'école inclusive. On demandera à notre intervenant portugais, David Rodrigues, demain, ce qu'il en est du côté du Portugal. Et je souligne que c'est votre anniversaire, Monsieur Rodrigues. On vous le souhaitera demain, quand vous serez au micro. Voilà, merci à vous. On va pouvoir aborder une deuxième question. Oui, alors on a réussi à allumer le micro. Voilà. Bonne nouvelle, merci. Alors pour cette deuxième question, donc on avait sur le plan sémantique, pourquoi parle-t-on de situation de handicap lorsqu'on parle d'enfants porteurs de handicap? Comment agir sur la situation sans nier les caractéristiques individuelles, mais sans réduire la personne handicapée à son handicap? Alors, question un petit peu... Oui, ça siffle dans le public parce que comment on peut répondre? Je ne vais pas pouvoir regarder la question sans me faire un torticolis, mais je comprends plus ou moins quels sont les éléments. Puis je ne sais pas si Philippe voudra ajouter des choses. Là, alors, déjà, ce qui est bien, c'est que vous n'avez rajouté aucun adjectif derrière situation de handicap. Parce que si on ajoute un adjectif derrière situation de handicap, ça perd tout son sens. Dans la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, il y a bien les deux dimensions, à la fois les caractéristiques individuelles et l'environnement. Mais la définition, en fait, est ce qu'on appelle une définition interactionniste. Ça, c'est extrêmement important. Il y a bien des spécificités de la personne, mais la situation de handicap est créée par un environnement qui ne lui permet pas de participer. En fait, le Comité des droits des personnes handicapées nous invite à revoir la définition qui est inscrite dans la loi de 2005. Parce que dans la loi de 2005, il y a bien l'élément, on voit bien le mot environnement dans la définition, mais d'une façon très passive. Ce qui n'incite pas les pouvoirs publics à considérer qu'il faut mettre, que la concrétisation des droits des personnes handicapées dépend entièrement du droit à l'accessibilité. Et on sait très bien aujourd'hui que c'est quand même un des points très faibles de notre politique du handicap. Est-ce que, Philippe, vous souhaitez réagir? Je transmets le micro. Gardez le vôtre, Madame Mauguin. Voilà. Je transmets le micro. Alors, je précise, parce que parfois, quand il y a un phénomène de traduction, on se dit, mais est-ce que le traducteur en rajoute pas un peu? Alors, voilà. Juste Alors, à côté de vous. ça va permettre aux uns et aux autres de voir. Bon, Philippe s'exprime grâce à cet engin avec ses yeux. C'est qu'il commande l'écriture avec ses yeux. C'est une commande oculaire. Et donc, il y a une synthèse vocale et qui s'exprime. Alors, simplement, ça prend un peu de temps. Donc, on a un dispositif qu'il a mis en place avec ses assistants, là, que je remplace aujourd'hui, qui sont qu'il m'a dit un mot, et puis on a l'habitude aussi de se communiquer par le regard. Donc, en même temps que je vous réponds, je vais le regarder, et puis là, il m'a passé quelques mots.
Philippe, au fond, a un problème par rapport à la notion de handicap. Vous avez compris à travers son propos. Il a du mal à se reconnaître dans les termes souvent qui sont utilisés, dans les positions qui sont adoptées autour de ce terme. Une des premières expressions de ça, c'est quand il était encore dans sa scolarité, il a formulé une double notion qui pourrait exprimer cette situation ambiguë dans laquelle il était. C'était qu'il a parlé d'andification et de validification. Il a dit je ne sais pas où je suis, au fond. D'un côté, on me rapporte à mon handicap, on m'andifie, c'est-à-dire on me réduit à mon handicap, ou on me validifie, c'est-à-dire qu'on me met dans une situation qui n'est pas acceptable pour moi, qui n'est pas compatible. Et donc, c'est là qu'il a découvert, alors il va me le dire, il a découvert une consonne. On se parle aussi, alors c'est un autre moyen, on se parle par l'expression de... Mais je vais, peut-être, tu veux bien... Ah non, tu as un mot, une consonne, une voyelle, A, U, consonne L, M, N, P, Q, R, S, T, et consonne L, L, une voyelle A, et là, consonne L, M, N, P, Q, R, S, T, V, V, une voyelle A, consonne L, la validification, oui, c'est ça, les validifications est une consonne L, M, N, P, P, une voyelle A, E, E, une consonne L, une voyelle A, E, être, une consonne L, M, N, P, une voyelle A, E, I, O, U, plus, L, P, une voyelle A, E, I, O, consonne L, M, N, P, Q, R, S, une voyelle A, E, I, une consonne L, M, N, P, Q, R, S. C'est un système tout à fait redoutable, Positif, basé sur une lecture des, une consonne, une voyelle A, E, I, O, à la fois ou, du mouvement ou oculaire négatif, et c'est ça. des lèvres. C'est-à-dire qu'au contraire, la validification, dans une certaine mesure, peut être, bien sûr, porteur d'intégration, mais aussi d'exclusion. Donc, c'est assez complexe sa réflexion là-dessus. Elle s'est bien sûr développée depuis. Il avait fait des textes là-dessus. Et ça le porte notamment à s'interroger, et il le fait dans ses cours d'ailleurs, y compris à l'INSHEA, s'interroger sur la notion de valide. Alors, il retourne souvent la question en disant « Mais qu'est-ce que c'est qu'un valide ?» Puisque vous essayez de nous dire qu'est-ce que c'est qu'une personne handicapée, mais qu'est-ce que c'est qu'un valide? Donc, et il n'emploie jamais le mot valide, il le dit divalide. Voilà, pour bien, c'est vraiment très haut. Cette question l'amène vraiment au fond de son truc, c'est qu'il est gêné par ce terme de handicap de plus en plus. Enfin, incontestablement, il le trouve de plus en plus trouble et gênant en tant que tel. Voilà. C'est ça, j'ai bien parlé. Voilà. Voilà, c'est confirmé. Merci. Est-ce qu'on peut aborder peut-être une nouvelle question du côté de la régie? Alors, comment expliquer le peu d'effectivité de la coopération entre l'éducation nationale et le secteur médico-social depuis la circulaire de 1982 citée par Madame Mauguin? Réponse peut-être de Madame Mauguin. Qui se demande comment elle va répondre intelligemment à cette question-là. Ouais. Bon, c'est évident que déjà la coopération a changé d'échelle. Donc c'est vrai que c'est un peu facile de se dire il y avait tout dans les textes de 82, mais enfin, ça a été vraiment frappant pour moi d'aller relire ces textes et de me dire mais il y a quand même un problème de retrouver de façon récurrente dans les rapports les mêmes préconisations. On sait ce qu'il faut faire depuis très, très longtemps. Mais comme je le disais, là, quand le rapport Gossot dit qu'il est temps de créer une formation commune, on n'y arrive pas. Et le travail interministériel voilà, est encore moins présent qu'il ne l'était dans les années 80. Donc il y a vraiment, je pense, une question de volonté politique et de saisir du côté de l'éducation nationale, de ce que veut dire vraiment l'école inclusive. C'est quand je disais que le groupe de travail sur l'école inclusive ne porte que sur la scolarisation des élèves en situation de handicap, on ne va même pas aborder la question de la grande difficulté scolaire. Mais, donc, bon, c'est une question extrêmement complexe. Là, je donne quelques éléments uniquement. Quelques débuts de réponse, et on va sûrement y répondre au fil de l'eau pendant 3 jours. Juste sur ce sujet-là, Philippe est né en 1979. L'EREA Toulouse-Lautrec dont il a parlé a été créé en 1980. Donc Philippe a connu
dès le primaire, cet établissement qui avait déjà été créé depuis quelques années quand il y rentrait. Mais ce qui est important, c'est que justement, il a connu une expérience qui n'a pas été, jamais, il l'a dit dans son exposé, jamais vraiment étudiée, qui était celle de la cohabitation étroite entre l'enseignement, l'éducation nationale et le système médico-social. Donc c'est cette coopération dont il est une certaine forme d'expression. Et la question, d'une certaine mesure, c'est pourquoi cette expérience, ces expériences, mais il y en a eu d'autres, sont restées sous silence. Voilà la question que pose Philippe. Mais oui, mais qui peut répondre à cela? En tout cas, votre exposé, Philippe Aubert, était aussi là pour valoriser ce vécu. On regarde peut-être... Allez-y, Muriel. Non, et c'est un appel aussi, je crois, aux chercheurs, hein, Voilà. parce que, bon, sur la question de l'effectivité aussi, il est quand même assez étonnant que, justement, dès qu'on crée de nouveaux dispositifs ou dès qu'on met en place des expérimentations, que systématiquement, on ne vienne pas les évaluer. Il y a évidemment des travaux de chercheurs, je sais qu'il y a des chercheurs dans la salle, mais il faut que ces recherches s'amplifient et, comme le souhaite Philippe, dans une méthodologie participative, que les personnes en situation de handicap et leurs familles soient pleinement impliquées réellement comme des acteurs de la recherche. En parlant d'enseignants-chercheurs, on va en entendre dans quelques minutes. Une dernière question, Evals, peut-être si on peut en partager une. Aujourd'hui, nous avons une multitude de dispositifs tels un millefeuille, mais pensez-vous que la crème remplit sa fonction? La crème du millefeuille. Alors, le temps peut-être que Philippe Aubert aborde une réponse, peut-être, si vous souhaitez, Philippe, répondre. Muriel Mauguin, est-ce que vous auriez une réponse ou un éclairage, un sentiment à nous apporter? Elle peut sembler comme ça un peu digeste, mais comme Philippe le disait aussi, localement, on connaît des expériences de terrain et des équipes qui travaillent très bien ensemble. Et le déploiement des dispositifs, quand justement tous ces professionnels viennent sur le projet d'un jeune, oui, on peut se dire que s'il y a une convergence et autour d'objectifs communs, que ça peut remplir sa fonction. Mais encore une fois, ça reste quand même très, très complexe, et ce qui pose le problème de l'accès aux droits aussi pour les familles. Les dispositifs sont tellement complexes, les procédures, qu'il faut être vraiment bien armé pour s'y retrouver dans ce paysage-là. Juste, Philippe me passe un mot. Approchez bien le micro, monsieur Aubert. Oui, c'est trop confus, il me dit. C'est vrai que bon, l'ensemble des dispositifs, honnêtement, pour quelqu'un qui est dans cette situation-là, et on l'a connu ensemble pendant longtemps en parcours, c'est très difficile à maîtriser, quoi. Enfin, et ça ne s'arrange pas, si je puis dire, avec le temps. C'est ça. Mais surtout, ce que Philippe a voulu dire, y compris dans son exposé, mais qu'il dit tout le temps, c'est, bon, ça ne prend sens, cette multitude, que si on se ramène toujours à la singularité de la personne. C'est-à-dire que si on revient sur la personne elle-même qui fait l'unité, si ce n'est pas elle qui fait l'unité, on s'en sort jamais, parce qu'il y a toujours des créateurs, si je puis dire, dans l'administration ou dans toute institution, qui créent des multitudes de choses. Mais l'important, c'est de revenir à la base, c'est-à-dire à la singularité du parcours de la personne en question. Et c'est ça qui fait peut-être la crème, hein, qui devrait être la crème qui donne le caractère succulent au millefeuille, quoi, hein. Bon, vous Voilà. avez le sens de la formule. Merci. Et vous avez beaucoup insisté, Philippe Aubert, sur l'esprit d'émancipation. On peut peut-être se quitter là-dessus. Est-ce que, le temps que Philippe élabore peut-être une réponse, cet esprit d'émancipation dont vous avez parlé, c'est un moteur qui est manifestement très puissant. Qu'en diriez-vous, Muriel Mauguin? Est-ce que cet esprit d'émancipation, il fabrique du changement institutionnel ou l'inverse? Enfin, ça marche dans quel sens? Qui précède quoi? Prenez bien le micro avant de répondre pour que Philippe... Oui, c'est plus une question pour Philippe, ça, quand même. Moi, je suis juriste. Non, mais
ce qu'on disait ce midi avec Philippe aussi, c'est que cette question, quand il parle aussi de la place, de la parole de la personne, c'est que c'est pas propre aux personnes en situation de handicap. C'est comme qu'en France, en général, on a du mal à écouter les enfants et justement à les intégrer dans toutes les démarches. Ce qui a été vraiment intéressant au CQSSE, c'est de partir de binômes de compétences entre personnes dites valides et personnes concernées par des situations de handicap, et qu'on voit justement que c'est en croisant les perspectives qu'on arrive à innover. Alors, on n'a pas trouvé, on n'a pas réussi à trouver justement au niveau sémantique un nouveau cycle pour RQTH, mais ça a bien, bien phosphoré, et c'était vraiment des discussions qui étaient passionnantes. Alors, élément de réponse de Philippe Aubert. Oui, il est en train de finir une phrase que j'essaye de voilà. Assister. Oui, c'est ça. Le titre de livre de Philippe, c'est Rage d'exister. C'est contrairement peut-être à certaines imaginations, c'est pas du tout agressif, mais c'est quand même ferme. C'est une rage, et il n'a pas choisi le mot exister au hasard. Il aurait pu mettre rage de vivre. Non, rage d'exister. Exister, c'est bien le sens d'être dans la société, hein, d'exister au milieu des autres. C'est ça exactement. Hein. Vraiment, Philippe a beaucoup travaillé sur ce titre. Rage, mais c'est simplement, rage, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait en se battant, si je puis dire. Ça ne va pas de soi. Et surtout, et c'est pour ça que Philippe a beaucoup insisté, mais Muriel l'a repris aussi, à ce sentiment qui restait dans le système actuel un relent de l'assignation, hein, de ce qui était finalement la fermeture, hein, l'enfermement. Il restait ça, et Philippe ressent ça très, très, très fortement, hein, qui reste dans toutes les procédures un régime d'assignation. On est encore loin d'un régime d'émancipation. On est encore loin d'un régime. Alors, mais simplement, et ça, je complète ce que, par rapport aux propos que Philippe indique, c'est le fait qu'il se sent, du coup, partie prenante de tous les grands courants d'émancipation qui se sont développés. Il l'a dit dans son propos, c'est pas un hasard. Hein. C'est pour ça qu'il a cité son voyage à Berkeley. C'est pas hasard, parce que Philippe a fait des études de sociologie importantes. Il sait très bien. Il a travaillé sur les travaux de Touraine et compagnie, sur l'acteur, sur ça, et il a senti très fortement que c'était la naissance de ces acteurs invisibles, hein, ce courant qui s'est exprimé à partir, notamment en France, très tardivement par rapport à d'autres pays, à partir seulement de la fin des années 90, et a eu du mal à émerger, mais qui progressivement s'est affirmé. Et dont il considère, il a appelé ça Vestiaire, il a appelé ça Toulouse-Lautrec, mais dont il se sent partie prenante. N'oubliez pas qu'il est en 1979, il est né en 1979. Donc il est né dans une période encore où c'était très balbutiant, hein, la chose. Donc pour lui, cette naissance, cette émergence des acteurs, c'est qui est la seule force pour lui qui compte, d'une certaine mesure, pour changer ce régime d'assignation. Est-ce que c'est bien, Philippe? Oui, voilà. La réponse est oui, c'est bon. Et Muriel Moguin, je précise qu'il y avait différentes questions, mais le temps file. On va aborder une autre séquence qui portait sur la formation, les moyens et les décrets en attente. Vous le savez, ce n'est pas une surprise, toutes ces questions alimentent les préoccupations des acteurs de terrain au quotidien. Peut-être un petit mot là-dessus sur, au-delà des textes, au-delà de la grande histoire dont vous nous avez parlé tout à l'heure, il y a le concret, quoi, les moyens et la mise en œuvre. Oui, mais là aussi, c'est récurrent dans tous les rapports. On dit, voilà, on pourra construire l'école inclusive qu'en renforçant la formation et en mettant en place des formations croisées. Et on se trouve aujourd'hui en difficulté quand même avec les annonces du ministre sur la formation continue. Qui, voilà, localement aussi dans les EAFC et nous, nationalement, où la priorité, c'est la formation, mais dans des temps de plus en plus contraints.
Et puis la formation continue, se fait sur la base du volontariat. Donc en général, ne viennent en formation sur ces formations-là que des gens déjà convaincus. Donc là aussi, comme vous le dites, il y a un grand chantier, mais il y a beaucoup d'acteurs et aussi justement des acteurs, des familles, des personnes concernées qui doivent intervenir dans toutes ces formations. Merci. Merci à tous les deux, tous les trois. On peut les applaudir, bien sûr.